souvent le mot de résonance dans le langage courant. Cette salle résonne comme une cathédrale. En fait, il s'agit plutôt, dans ce cas, de ce que les acousticiens appellent la réverbération, la perception d'un écho en quelque sorte. Mais pour les physiciens, le mot résonance désigne autre chose. Tout simplement la mise en œuvre des conditions optimales du transfert d'énergie à un système oscillant sous l'action d'une force périodique. Voici un oscillateur mécanique, constitué d'une masse M, suspendu à un ressort de raideur K. Écartée de sa position d'équilibre, la masse oscille avec une fréquence propre nu0, bien définie, et une pulsation ω0 égale 2π nu0, qui dépendent toutes deux de M et de K. Ici, la fréquence propre est voisine de 1 Hz. On excite l'oscillateur en soumettant sa masse magnétique, initialement au repos, à l'action d'une bobine parcourue par un courant alternatif de fréquence variable, nu. On observe que l'amplitude des oscillations augmente et devient maximale lorsque nu égale nu0. Il y a alors résonance. Voici une série de boules de verre. Ce sont des résonateurs de Helmholtz. Chaque boule est constituée d'une sphère de volume V et d'un col cylindrique de section S et de longueur L, et possède donc une fréquence propre calculable. L'élasticité du volume V de l'air contenu dans la sphère joue le rôle de la raideur du ressort, et la masse de la tranche d'air contenue dans le col, celui de la masse suspendue au ressort. Lorsque la fréquence sonore émise par le haut-parleur passe par la fréquence propre de l'une des boules, l'oscillateur qu'elle constitue entre en résonance. Ici à 194 Hz pour la plus grosse. On détecte la mise en résonance par la rotation du petit moulinet sous l'action du jet d'air pulsé qui sort par le petit ajutage, ou encore par le souffle qui éteint la bougie. Lorsque la fréquence augmente, la boule moyenne entre en résonance, puis la plus petite. En 1863, Helmholtz utilisa de tels résonateurs en laiton pour analyser les timbres instrumentaux et les sons musicaux. Cette corde est excitée par un vibreur à fréquence variable à l'une de ses extrémités et l'autre est fixe. On fait croître la fréquence d'excitation. On observe d'abord la mise en résonance sur un fuseau. C'est la fréquence fondamentale, ou première harmonique. Puis sur deux fuseaux pour une fréquence double, correspondant au deuxième harmonique. Puis sur le troisième harmonique, avec trois fuseaux, et une fréquence 3 fois supérieure à la fréquence fondamentale. Et ainsi de suite. Dans chacune de ces résonances, il s'établit un système d'ondes stationnaires stable. L'élongation Y, le long de la corde, s'exprime alors comme le produit d'une fonction d'espace, f de x, et d'une fonction du temps, g de t, qui est ici sinusoïdale, avec des nœuds d'amplitude nulle et des ventres d'amplitude maximale, deux nœuds ou deux ventres successifs étant espacés d'une demi-longueur d'onde. C est la vitesse de propagation des ondes transversales dans la corde. Ainsi, une corde de longueur L tendue entre deux points fixes possède une série de fréquences propres, la plus basse étant la fréquence fondamentale, et les autres ses harmoniques, pour lesquelles la longueur de la corde contient un nombre entier de fois la demi-longueur d'onde. Le fait de considérer fixes les deux extrémités de la corde constitue ce que l'on appelle les conditions limites. En fait, le point d'attache de la corde au vibreur ne peut être en toute rigueur assimilé à un nœud, même si en pratique il en est très voisin. Les fréquences pour lesquelles on obtient les résonances sont en réalité celles du système corde plus vibreur. La célérité C des ondes transversales dépend de la tension T imposée à la corde et de sa masse par unité de longueur, mu. La corde est mise en résonance sur son harmonique 3 et la fréquence du vibreur est maintenue constante. Si l'on tire sur la corde, on augmente la tension T et par suite la célérité C.
La longueur d'onde croît et le système d'onde stationnaire n'est plus stable sur 3 fuseaux. La longueur fixe de la corde ne vaut plus 3 demi-longueurs d'onde. La corde retrouve une nouvelle résonance pour la même fréquence, mais cette fois en 2 fuseaux pour une nouvelle tension plus élevée. Dans les expériences précédentes, la corde était excitée par un vibreur fonctionnant à une fréquence bien définie. On observait un seul mode propre à la fois, correspondant à la fréquence excitatrice. Dans les instruments de musique à cordes, celles-ci sont excitées non pas par des oscillateurs, mais par des attaques plus complexes. Cordes pincées, cordes frappées ou cordes frottées par exemple. Dans ce cas, les vibrations de la corde y sont des combinaisons linéaires des modes propres. Le fondamental et les harmoniques sont excités simultanément. Ainsi, si les conditions aux limites, ici les extrémités fixes, fixent les fréquences propres, ce sont les conditions initiales, points et types d'excitation, qui déterminent les amplitudes AN des harmoniques. Le son de cette guitare est analysé par un sonographe. Sur le sonogramme, le temps est en abscisse et la fréquence en ordonnée. L'épaisseur des traits représente l'amplitude pour la fréquence correspondante. On voit le mode fondamental de la corde à 334 Hz et les harmoniques à des fréquences multiples de cette valeur. Ici, le guitariste joue la même note en pinçant la corde en 2 endroits différents. D'abord au milieu, puis à la position normale, environ au 6e de la longueur. Dans le premier cas, les harmoniques paires tous d'amplitude nulle sont éliminées, comme on peut le voir en comparant les sonogrammes correspondants. Les fréquences propres d'un tuyau sonore de longueur L, ouvert à une extrémité et fermé à l'autre, sont celles pour lesquelles s'établit un système d'ondes stationnaires avec un nœud de pression à l'ouverture libre et un ventre à l'extrémité fermée. Cette modélisation, supposant une réflexion totale de l'onde à l'extrémité, est très grossière, car on ne devrait pas entendre de son à l'extérieur dans ce cas. On excite ce tuyau de longueur L variable à la fréquence 500 Hz grâce à un haut-parleur. Lorsqu'on fait varier la longueur de la colonne d'air, on perçoit à l'oreille les entrées en résonance du tuyau. Pour passer d'une résonance à la suivante, il faut faire varier la longueur du tuyau d'une demi-longueur d'onde, ici 34 cm. On en déduit que la longueur d'onde dans l'air est égale à 68 cm à cette fréquence. Avec une fréquence d'excitation double, cet espacement n'est plus que la moitié du précédent. La résonance des tuyaux sonores est utilisée dans les instruments à vent. Ici les tuyaux des grandes orgues de Saint-Sulpice. La boîte de résonance associée à un diapason se comporte en première approximation comme un tel tuyau sonore. On lui donne donc une longueur voisine de lambda sur 4. Ici 19,5 cm pour un diapason vibrant à la fréquence 440, le La3, et dans l'air à 20 degrés Celsius. En fait, la longueur effective à donner à la boîte est plus courte. Ici 16,5 cm, en raison de la correction due aux effets de Bohr. Le tuyau sonore théorique équivalent serait en fait un petit peu plus long. Le diapason frappé rayonne seul très mal dans l'air. Sa vibration s'amortit lentement. Couplé à sa boîte accordée à sa fréquence 440 Hz, l'intensité sonore rayonnée est alors beaucoup plus importante et l'amortissement, par conséquent, plus rapide.
De la même manière, le son émis par cette corde pincée est très peu intense. Il devient beaucoup plus audible lorsque la corde est mise en contact avec la petite boîte de résonance grâce au petit chevalet. On met à profit ce phénomène pour rendre audible le son d'une corde vibrante dans le cas de nombreux instruments à cordes. Ces deux diapasons sont identiques, et leur boîte de résonance également. On frappe le premier, puis on l'arrête. L'onde sonore issue du premier a fait entrer le second en résonance, permettant ainsi un véritable transfert de l'énergie mécanique du premier au second. Si l'on surcharge d'une petite masselotte l'un des deux diapasons, la fréquence de celui-ci diminue. Il n'y a plus accord et la résonance n'est plus induite sur le second. On peut réaccorder les deux diapasons en plaçant une masselotte identique sur le second et en réglant sa position de sorte que les fréquences des deux diapasons soient à nouveau les mêmes. Ce réglage de l'unisson peut être fait à l'oreille. Lorsqu'on frappe les deux diapasons, on obtient des battements, d'autant plus lents que les fréquences sont plus proches. C'est ainsi, par exemple, que l'on accorde les pianos. Une fois l'accord réalisé, il y a à nouveau résonance entre les deux diapasons. Au-delà de ces quelques exemples, la résonance se manifeste dans les domaines les plus variés. Pour n'en citer qu'un seul, le diagnostic médical ou le recours à l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique, est maintenant d'un usage devenu familier.